Alors, bon midi à tous. Bienvenue à ce questions et réponses du 15 juin. Et on est en compagnie aujourd'hui d'un invité de marque. On a monsieur Lépine, fondateur du club, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jacques. Bonjour, ça fait plaisir d'être avec vous autres. En forme? Excellente forme.
À part mes cheveux, tout va bien. Good, excellent. On a également, évidemment, notre ami Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Bonjour, messieurs. Mon Dieu, voilà, bonjour, ça tombe bien. Le téléphone sonne en même temps. Bonjour, ça va bien? Toujours content d'être là. Toujours content d'être là. Excellent, excellent. Good. On va. Jean-Philippe, ça va? Oui, ça va. Impeccable. Good, excellent. Donc, comme d'habitude, on a des gens qui nous ont posé des questions sur la page du club, qui posent sa question au club. On a déjà une première question de M. Arnaud B, qui demande quel est le TGA à Montréal en moyenne. Arnaud, ça, c'est très difficile de répondre précisément quel est le TGA en moyenne à Montréal, parce que ça dépend des secteurs. Ça dépend du type d'immeuble également que tu veux acheter. Donc, est-ce que c'est un immeuble en bois brique ou en béton? Est-ce que c'est un immeuble 1920 ou c'est un immeuble 2020, une construction neuve? Donc, très, très difficile. Est-ce qu'il est situé, par exemple, à Antique ou il est situé, je ne sais pas moi, sur le plateau Mont-Royal? Ça ne sera pas le même TGA. Donc, très difficile. Par contre, tu peux peut-être partir avec un chiffre de départ pour tenter de faire tes analyses qui serait un 20. Donc, 20 fois le net, qui donnerait un TGA de 5. Donc, peut-être partir avec 5 pour faire tes analyses, ce serait un premier pas. Et sinon, tu peux peut-être aller voir sur PMML, ils ont des statistiques là-dessus. Donc, très, très bien documenté. Et JP, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense que c'est très bon, effectivement. Juste se rappeler que c'est vraiment, ça dépend du type d'immeuble, de la localisation de la rue. Si par exemple, on prend un immeuble qui est localisé rue Sainte-Catherine, semi-commercial, versus un autre immeuble qui est à côté, on n'aura pas le même TGA. Donc, vraiment un paquet de choses différentes. Je ne sais pas si Jacques, tu voulais bonifier sur la question, là. Je pense que vous avez tout dit. Il n'y a rien à rajouter là-dessus. Comme Yvan disait, ça dépend des secteurs, mais une ligne directrice à partir de 20 fois le net actuellement, ça sera correct, ce qui donne un taux de cap de 5. Alors ça va bien. D'accord avec ça. Excellent, excellent. Prochaine question de Valérie Poirier. Et en passant, je ne vous pas poser des questions à M. Lépine concernant ce qu'il pense de la nouvelle norme, des nouvelles règles de la SCHL. On est très curieux de l'entendre là-dessus. En attendant que vous manifestiez, on va prendre une question de Valérie Poirier. Peut-être pour Jean-Philippe. Bonjour, est-ce que j'ai besoin de créer une compagnie comme telle pour la location d'un immeuble semi-résidentiel ou semi-commercial, c'est-à-dire un logement à l'étage et un commerce au sous-sol? Très bonne question, Valérie. En fait, les gens ont souvent, en fait, ont tendance à confondre véhicule de détention avec le fait de TPS, TVQ. C'est une question qui revient souvent dans les cours, là. Donc, je suis très content de la répondre avec tout le monde ici. Le véhicule de détention ne change pas le fait qu'on ait de la TPS TVQ à payer. Donc, si vous l'achetez personnel le bâtiment, vous pouvez aller vous chercher un numéro de TPS TVQ vous-même à votre nom et collecter la TPS TVQ des commerçants, évidemment, à la fin de l'année, dépendant de certaines rénovations ou certaines déductions que vous auriez pu avoir, remettre cette TPS TVQ-là. Donc, le véhicule d'investissement n'a pas de lien direct avec le fait d'acheter du commercial. Donc, c'est souvent une confusion qu'on fait. Donc, TPS, TVQ, c'est une chose. Compagnie personnelle, c'en est complètement une autre. Donc, pas de lien entre les deux, Valérie. Excellent. Merci. À la prochaine, va être pour M. Lépine, parce que j'ai une bonne idée de la réponse et je pense qu'il va être bien placé pour y répondre. Donc, c'est Sal M. Eli Jam. Bonjour. Si j'achète un terrain avec une maison dessus, la ville accepte la construction d'un triplex. Comment ça fonctionne, le financement, si je veux démolir la maison dans un an et reconstruire un triplex? Bon, là, c'est un risque pour le prêteur. Nous, généralement, quand on connaît un projet de même, on demande une garantie supplémentaire parce que le temps que la bâtisse va être démolie, notre seule garantie demeure le terrain. Est-ce que le terrain vaut vraiment le montant du prêt qu'on aura fait dessus? Alors, c'est toujours du cas par cas, bien sûr, mais généralement, je dirais qu'on s'accrocherait sur une autre garantie que simplement l'immeuble en question. Les institutions financières sont assez strictes là-dessus. Généralement, ils vont interdire la démolition. Si vous faites la démolition sans leur en parler, vous constituez un défaut, et s'ils en sont informés, ils pourraient rappeler le prêt. Et c'est toujours mieux de travailler en collaboration avec l'institution financière ou le créancier dans des cas comme ça. Parfois,
Ben, pas parfois. Très souvent, ça arrive que dans des maisons comme ça, le terrain vaut aussi cher que l'ensemble. Alors, la garantie demeure tout de même pas si mal. Mais pour un prêteur, un terrain vacant, toujours dépendamment de ce qui est situé, c'est pas la meilleure garantie au monde. Alors, ce serait ma réponse, moi, si tu venais me voir. Qu'est-ce que tu peux me donner comme garantie supplémentaire, étant donné que, temporairement, ma garantie va diminuer le temps que tu vas faire la démolition et la reconstruction. Et l'autre point aussi à considérer, c'est que quand tu vas recommencer à reconstruire, tu vas prendre l'argent où? Si tu vas dans une institution financière qui te font un bridge loan pour la construction, il ne faudra pas que tu aies d'hypothèque sur le terrain, parce qu'ils vont te demander de mettre un pourcentage de comptant avant qu'eux-mêmes déboursent. Fait que ça sera à négocier avec tes prêteurs, qu'ils soient privés ou institutionnels, tu as beaucoup de négociations. Et sois sûr de tout faire ça avant de commencer ton projet, parce que tu risques d'avoir des blocages ou des interdictions ou des incapacités ou impossibilités. Excellent. Donc, peut-être pour bonifier ce que M. Lépine a dit, oui, tu vas avoir des blocages, surtout avec l'institution financière. Je te conseillerais peut-être de travailler avec un prêteur privé dans ce cas-là pour que ça soit plus facile, parce qu'il faut comprendre que la garantie du créancier, c'est l'immeuble. Et si tu démolis l'immeuble, il faudrait que ton terrain vale vraiment cher, comme M. Lépine disait tantôt. Donc, peut-être qu'un prêteur privé va peut-être plus comprendre ton projet qu'une institution financière. C'est pour ça que j'ai demandé à M. Lépine, qui est prêteur privé, d'intervenir là-dessus. JP, quelque chose à rajouter? Non, pas pour ça. Je pourrais y aller avec la prochaine question qui irait, je pense, à M. Lépine également. Je trouvais la réponse intéressante. Puis je me permettrais peut-être de bonifier à mon idée personnelle là-dessus. C'est Alexandra qui disait dans votre livre, sûrement le livre de M. Lépine, vous indiquez qu'un logement dans le multilogement générera mensuellement 50 $. Donc, pour gagner 80 000 $ par année, il faudra 133 logements. C'est bien, mais c'est loin d'être millionnaire. Est-ce que ce sont des données toujours valides en 2020? Jacques. Oui, c'est toujours valide, surtout au moment d'acquisition. Évidemment, ça va dépendre toujours de votre mise de fonds. J'ai écrit mon livre dans un contexte où on mettait le moins de comptant possible. Et lorsqu'on achète un immeuble, généralement, on va aller chercher environ 50 $ par mois. Maintenant, c'est à vous, comme gestionnaire, d'augmenter ça. C'est assez facile de l'augmenter à 100 $ par mois. Si vous faites une bonne gestion, que le taux de vacances est bas, et que vous administrez l'immeuble vous-même, bien sûr, on met des réserves. Exemple, les frais d'administration, on met des réserves. Et même chose pour la réserve pour le taux de vacances. Donc, on va chercher un 10% quasiment là. Et là, c'est la mode de l'optimisation d'immeubles. Et c'est d'augmenter vos loyers le plus vite possible. Fait que vous allez être capable de monter ça à 100 $, 125 par mois par appartement. Mais à la base, si on fait un calcul rapide, oui, c'est 50 $ par logement par mois. Donc, ça prend 133 logements pour arriver à faire 100 000 par année. Sauf que cette donnée-là peut changer rapidement si vous vous impliquez vraiment dans la gestion et dans l'optimisation. Excellent. La réponse. Ben, c'est ce que je voulais aller bonifier parce que j'adore le concept de revenu passif avec l'investissement immobilier, mais les gens sont souvent découragés à savoir qu'ils voudraient remplacer leur salaire par un salaire passif de gestion. Ma touche personnelle, ce serait de dire aux gens, oui, mais il y a d'autres façons de compenser un salaire en attendant qu'on monte à ces 100 quelques portes-là. Si jamais on est à 50 $ par porte, comme disait M. Lépine, on peut les augmenter. Mais si jamais vous optimisez des bâtiments, ce qui est effectivement la mode ces temps-ci, quand on optimise des bâtiments puis qu'on fait des refinancements, ben les refinancements, en fait, ils génèrent des gros montants de liquidité que vous pouvez utiliser pour de vivre de l'immobilier pendant quelques années. Donc, on optimise, on crée de l'argent et on vient refinancer ça et on s'en sert comme salaire pour vivre. Donc, personnellement, l'immobilier, c'est une business d'équité, c'est pas une business de cash flow. C'est très pauvre en cash flow, là, c'est pas très, très lucratif à ce niveau-là. Oui, il y a un petit montant par mois, mais c'est pas énormément. Par contre, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en équité et aller grossir la valeur des bâtiments, puis aller chercher un refinancement. Là, on peut sortir cet argent-là puis compenser notre train de vie. À la limite, je sais qu'on n'aime pas ça faire ça, mais si vous pourriez peut-être acheter 2 bâtiments une année puis en vendre un aussi. Et là, générer aussi le profit de la vente si jamais le refinancement n'est pas assez juteux, entre guillemets. Mais je trouve que c'est une belle façon de compenser le fait que la cash flow est faible, d'aller chercher de l'argent dans l'équité
qui est extrêmement profitable en immobilier. Parlant justement d'équité, Jean-Philippe, tu parles d'équité, puis il y a les nouvelles règles qui sont rentrées en ligne de compte avec la CHL, qu'on n'est pas obligé de prendre en passant, mais on a une petite question là-dessus, justement, de André Marcoux de Québec, que M. Lépine connaît bien. Et André demande, M. Lépine, que pensez-vous des nouvelles règles de la CHL pour le refinancement des 5 logements et plus? Ben, écoute, j'appelle ça des bâtons dans les roues. C'est en prévision de quelque chose qu'il prévoit, qui arrivera peut-être pas, on ne sait pas. Mais la CHL, c'est extrêmement conservateur. Et moi, comme prêteur privé, je vais m'assurer que les gens vont refinancer au conventionnel et non pas à CHL, parce qu'avec la CHL, de ce que je comprends, ils vont être incapables de me rembourser. Ou surtout les gens qui font de l'optimisation et qui regroupent des capitaux, qui se basaient beaucoup sur le refinancement après 12 ou 24 mois. Avec ces nouvelles règles-là, ils ne seront pas capables de rembourser les investisseurs. Et même nous, lorsqu'on fait des prêts, qu'on embarque dans le capital d'action des compagnies, il faudra réduire notre capital d'action et prendre d'autres types de garanties pour être sûr qu'au moment du refinancement, les gens peuvent nous rembourser. Alors, ce qui est devenu une règle permanente de la CHL, je suis habitué à ça. Depuis 1983, je fais de l'immobilier et toutes les règles deviennent permanentes jusqu'à temps qu'ils décident de les changer. Donc là, actuellement, c'est une règle permanente pour un certain temps. Puis, il faut pas oublier que les prévisions de la CHL sont pas toujours précises. Hein? Ils se basent sur des statistiques, mais ils n'ont pas nécessairement le côté visionnaire. Mais de toute façon, il faut vivre avec ce qu'ils nous offrent. Et moi, j'ai jamais travaillé, dans toute ma carrière, j'ai jamais travaillé une seule fois avec la CHL parce que pour moi, il dévalue la valeur de ton immeuble. Il prête à 85%, mais il dévalue tellement la valeur de ton immeuble qu'en bout de ligne, ça revient à la même chose que ce qu'une banque peut te prêter à 80% en prêt conventionnel. Et on va payer une prime de 4,5% sur l'emprunt total pour aller chercher un petit pourcentage, un petit montant de plus. Si on va chercher 100 000 de plus, puis sur un prêt d'1 million, ça va te coûter 45 000 de frais d'assurance pour aller chercher 100 000. Je trouve ça cher comme taux d'intérêt en bout de ligne. Même si on nous donne un taux réduit et qu'en principe, on le récupère sur 5 ans. J'ai toujours utilisé les prêteurs privés. C'est peut-être la raison pourquoi je suis devenu prêteur privé moi-même, parce que je trouvais ça tellement utile et qu'on aide beaucoup de gens. Fait que la SCHL, pour moi, ça change rien. J'ai jamais considéré ça. Mais pour plusieurs personnes, oui, ça change de quoi. Et ça va restreindre des choses. L'exemple que Jean-Philippe vient de donner, on peut refinancer puis vivre du refinancement, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile de ce que je comprends de cette nouvelle règle-là, parce qu'ils voudront pas que ça génère des surplus de comptant. Ils vont vouloir que ça rembourse des dettes, mais non pas accommoder le propriétaire avec un surplus de cash flow. Bien, justement, Jacques, en lien avec ça, peut-être qu'on pourrait te donner la prochaine question aussi, qui serait peut-être une option, une alternative à cette embûche-là que la SHL met et qui va peut-être exciter encore plus davantage. Ahmed demande, M. Lépine, que pensez-vous de la tokenisation? Est-ce que ça va s'emmener plus rapidement que prévu au Québec à cause du COVID et des nouvelles règles? Bien, la tokenisation, tant qu'à moi, c'est inévitable. La seule chose qu'on ne connaît pas précisément, c'est la date, mais je travaille là-dessus actuellement avec une compagnie qui s'appelle 2030, qui est sur le London Stock Exchange, et on est en train de travailler avec l'AMF pour rencontrer les normes d'AMF face à ce genre de travail-là. Mais la tokenisation, selon moi, comme je vous disais tout à l'heure, c'est inévitable, et ça va être une excellente façon d'aller chercher l'équité morte. La seule façon d'aller chercher l'équité morte actuellement, c'est de vendre l'immeuble ou attendre qu'il prenne de la valeur pour refinancer un peu. Mais encore là, il y aura toujours une équité morte. Fait que ceci nous permet d'aller chercher cette équité-là pour faire de meilleurs placements. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que le placement que vous avez n'est pas bon, mais cette équité-là, si vous allez la récupérer, vous allez être capable de l'investir sur quelque chose que vous faites votre profit à l'achat et le doubler ou le quadrupler dans le temps de dire, comme on vous montre dans toutes nos formations. Alors oui, la tokenisation, soyez patients, d'ici quelques mois, ça va être en force ici au Québec. Et puis, d'ailleurs, on a donné une conférence dans le club il y a à peu près un mois. Et il y a beaucoup de demandes. Puis avec Yvan, on a pensé peut-être offrir une formation sur la tokenisation. Mais avant de l'offrir, on attendait d'avoir plus de données relativement au Canada.
Et probablement que ça sera sur la bourse de Toronto. Mais même si c'est sur la bourse de Toronto, tout ce qu'il y a au Québec, on devra rencontrer les normes de l'AMF. C'est là-dessus qu'on travaille. Il y a une firme d'avocats là-dessus, ça devrait être prêt d'ici 3 semaines, 1 mois à peu près. On va savoir à quoi s'en tenir pour ce qu'on pourra offrir au Québec. Excellent, excellent. Merci Jacques. Prochaine peut-être pour Jean-Philippe. Marie-Josée Hugron dit bonjour, pour un calcul de refinancement sur un triplex, est-ce qu'on calcule les frais de conciergerie, d'administration et de réserve pour rénovation à venir? Et en passant, elle dit merci à vous trois et bon midi. Super de vous retrouver encore une fois cette semaine. Toujours un plaisir de vous avoir. Les lundis, ça démarre bien la semaine. Marie-Josée, c'est important de séparer les deux mondes en immobilier. Les 4 logements et moins, là, le 5, c'est un peu une bébite un peu spéciale, mais mettons 4 logements et moins, qui est le monde des plex, et le monde de l'investissement immobilier, qui est les immeubles à revenus plutôt, qui est le 6 logements et plus. Okay? Tout ce qui est 4 logements et moins, c'est important de comprendre que le financement est basé sur des comparables du marché. Donc, ils vont aller regarder des comparables. Ils ne feront pas d'analyse financière telle quelle, Marie-Josée, comme tu décris là, avec les différents frais de conciergerie ou d'entretien. Ils vont souvent se baser sur des MRB. Ils vont regarder les loyers le loyer des propriétaires occupants, parce que je dis toujours un beau triplex avec un loyer de propriétaire occupant qui est très, très beau va se vendre plus cher qu'un triplex qui a des meilleurs revenus, mais qui pourrait avoir un logement de propriétaire occupant moins attirant. Donc, c'est vraiment une question de comparable. Oui, le multiplicateur de revenus bruts va venir jouer en compte, mais c'est là-dessus que ça va se baser. Donc, pas d'analyse financière à faire, Marie-Josée, pour ça. Tandis que dans le 6 logements et plus, ben là, c'est effectivement ces analyses financières. Donc là, on prête, j'aime bien faire le parallèle, on prête à une petite business. Donc, la business, elle doit générer un petit cash flow à la fin du mois. Donc, on vient avec différents calculs comme le ratio de couverture de dette. Par exemple, le TGA, on vient calculer le prêt maximal qu'on va donner au bâtiment pour s'assurer qu'il soit toujours profitable. Donc, bien important de séparer les deux mondes. Puis pour revenir au simplex, dépendant des banques, des fois, ça bascule d'un côté ou de l'autre. Ils ont une certaine flexibilité à ce niveau-là là, quand on est à cheval entre les deux mondes. Voilà. Merci Jean-Philippe, merci. Robert, du coaching, il y a une PA acceptée en cours. Bon, voilà, ça va être pour toi en passant, Jean-Philippe. Donc, PA acceptée en cours. Le proprio m'indique qu'un des locataires est son neveu et il paye un montant très bas, 600 $ par mois pour un 4,5 qui se loue en moyenne autour de 800 dans le secteur selon Ziplex. Donc, vraiment en bas du marché. Et il n'y a pas de bail. Donc, si la banque exige le bail pour le refinancement avant de confirmer quelle serait la meilleure approche? Mon Dieu, il y a plusieurs possibilités, Robert. Je suis sûr que je vais en oublier. Donc, Yvan, Jacques, si vous voulez bonifier là-dessus, allez-y. Première chose qui me vient en tête quand on a un membre de la famille comme ça, c'est de regarder si c'est pas un loyer de faveur. OK, donc je vais te laisser faire les recherches. Là, regarde si on est dans un cas de loyer de faveur. Dans ce cas-là, tu pourrais régulariser le montant du loyer sans avoir nécessairement besoin de contester quoi que ce soit. Donc, on est dans une situation de loyer de faveur. C'est un loyer qui était très bas donné à la famille. Donc, à voir, là, écoute, c'est ce qui me vient en tête. Je ne sais pas, je ne suis pas avocat en immobilier, mais je regarderai définitivement cette facette-là au niveau du loyer de faveur. Deuxième point, ça pourrait être inclus dans la négociation aussi. Quand tu fais l'achat, tu pourrais très bien négocier une augmentation au niveau du neveu ou de demander que le neveu quitte également le bâtiment, moyennant un échange. Donc, c'est à ce moment-ci que vous avez le contrôle là, sur le loyer. Donc, vous pourriez effectivement négocier soit un départ ou la nouvelle augmentation. Et donc, effectivement, ça va prendre un bail signé, les beaux verbaux. C'est bien difficile à faire accepter par les banques. Donc, ça serait dans cette situation-là. Ou une troisième option, c'est tout simplement d'aller négocier avec le neveu directement. Donc, peut-être aller négocier des réparations à l'intérieur du bâtiment, peut-être négocier une prime de départ. Si jamais il veut quitter, ça pourrait se faire aussi. Donc, mes 3 options, loyer de faveur, négocier directement avec le vendeur pour la situation ou aller négocier avec le neveu directement. Je ne sais pas si vous aviez des choses à bonifier, Jacques. Est-ce que tu avais d'autres stratégies que je n'ai pas pensées? Pas vraiment. Même s'il dit qu'il est sans bail, c'est un bail tacite, donc c'est un bail au mois. Même s'il n'est pas écrit, c'est considéré comme un bail pareil. Ce que je fais dans une telle situation, ce serait de me débarrasser de ce locataire-là le plus vite possible, parce que c'est évident que c'est une accommodation, d'après ce que je lis là. Et il va nuire au financement sur toute la ligne. Fait que
soit qu'il accepte de rester à 800 $ ou qu'il s'en aille, quitte à lui donner une somme de départ, comme Jean-Philippe a mentionné. Merci. Ouais. Il y aurait une autre option aussi qui n'est pas la meilleure, mais c'est une option d'avoir une garantie de loyer de la part du vendeur. Il dit, écoute, ton loyer est à 600, mais il pourrait se louer 800. Tu peux-tu me garantir le 200 $ par mois pendant un certain temps que je puisse faire la job ou le ramener à un prix moyen du marché. Ça pourrait être une autre option. Donc, ça permettrait d'avoir une petite récupération d'argent de ce côté-là à court terme, en ajustement chez le notaire ou en financement créatif. Mais je pense pas mal les options qui s'offrent à toi, Robert. Monsieur Lépine, une question de H et Priscilla. Bonjour, un immeuble est rentable car déjà optimisé au maximum et légèrement sous la valeur marchande, mais pas possible de sortir son argent avant 5 ou 6 ans. Est-ce qu'on achète? Ben, ça dépend de vos objectifs d'investissement. Moi, je n'achèterais pas, je trouve ça trop loin. Mais si vous n'êtes pas pressé, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais placement non plus. Il va se faire de la capitalisation, il peut se faire de la plus-value. Bien sûr, la plus-value est fonction du marché. Est-ce que le marché va s'écrouler? Il semble pas pour le moment, à moins qu'il y ait un renversement de situation. Mais moi, je trouve ça long. Pour moi, c'est du long terme et je trouve ça très long. Et aussi, moi, j'achète toujours avec mon profit à l'achat. Est-ce que vous faites votre profit à l'achat? S'il y a tant de difficultés que ça à refinancer ou à sortir votre mise de fonds. Alors, c'est une grosse question à vous poser. Je peux pas répondre pour vous, mais moi, j'achèterais pas. Ouais, ben, en fait, si je peux me permettre de bonifier légèrement là-dessus, ça serait de définir. Les gens sautent souvent en immobilier assez rapidement parce que c'est un véhicule extraordinaire, mais les gens oublient de définir ce qu'ils désirent comme rendement. Le moment où on fixe bien fermement ce qu'on désire comme rendement, après ça, c'est facile parce qu'on qualifie tous les bâtiments selon les rendements qu'on a fixés nous-mêmes. Donc, si, comme disait Jacques, si vous n'êtes pas pressé, vous êtes peut-être médecin, vous avez de l'argent, vous ne voulez pas vivre de l'immobilier à temps plein, vous voulez juste faire un placement, mais dans ce cas-là, ça pourrait être intéressant. Si vous achetez un peu en bas de la valeur marchande, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Mais d'essayer de fixer vos désirs, vos critères d'investissement, en fait, en investissement immobilier, ça permet, là, on vient de l'ingénierie, Yvan et moi, là, moi j'appelais ça les go. Ben, en fait, ça s'appelle plutôt les go, no go gauge. Quand on mesurait des pièces, il y a un côté c'était un go, puis il y a un côté c'est un non go. Donc, est-ce que le bâtiment il fit dans le go ou il fit dans où il ne rentre pas, puis il est no go? C'est comme ça qu'on voit. Donc, moi, mes standards sont vraiment précis, vraiment bien définis. Est-ce que le bloc rentre dans mes critères, oui ou non? S'il rentre dans mes critères, je continue. S'il ne rentre pas dans mes critères, on passe à d'autres choses ou je fais l'offre d'achat au prix que je désirais, puis on fait un suivi dans 6 mois, voir si le vendeur est là. Mais c'est un travail quand même assez difficile au départ, mais c'est de fixer c'est quoi notre rendement minimal qu'on aimerait avoir sur un bâtiment pour les qualifier. On achète un potentiel. Alors, si l'immeuble est déjà optimisé, où est le potentiel? Juste le temps va donner raison au potentiel. Avez-vous 70 ans? Avez-vous 20 ans? Ça fait différents choix de stratégie. Moi, 71 ans, regarde, c'est déjà optimisé. Quand est-ce que je vais faire de l'argent avec cet immeuble-là? Là, je suis vraiment à la merci du marché, plus que si je fais de l'optimisation moi-même. Alors, vous faites certainement pas un profit à l'achat lorsque l'immeuble est déjà optimisé et vous êtes obligé d'attendre que le temps fasse son effet. C'est excellent, très bon point. Puis je peux bonifier, si on peut me permettre, là. Ça va dépendre aussi, il est où ton immeuble? Tu sais, il y a peut-être à côté de 2-3 immeubles que tu as déjà, puis bon, OK, c'est pas le meilleur achat, mais il va bien se gérer avec tes concierges qui sont en place, ou fait que ça, c'est à considérer aussi. L'âge de la bâtisse, dans le sens que l'état de la bâtisse, s'il est déjà optimisé, puis en plus il est vieux ou il est usagé, puis il y a des travaux qui s'en viennent, là, c'est encore pire dans la chose. S'il est neuf, bon, OK, ça pourrait peut-être passer à la limite comme achat. Donc, il y a plusieurs paramètres. C'est difficile de dire go ou no go, mais avec tout ce qu'on a dit, je pense que vous êtes en mesure de prendre une décision plus éclairée. Gérard. J'aurais un petit point, Yvan, excuse, avant que je l'oublie. C'est pas en lien avec cette question-là, mais il y a une nouvelle norme de la loi des banques qui vient de rendre quelque chose de plus difficile. On ne prête plus, les banques ne peuvent plus prêter sur l'équité. Je parle des 5 logements et moins. Ils prêtent sur les revenus.
Donc, vous allez pas avoir 3 millions en banque, 5 millions en banque. Si vous ne faites pas un certain revenu, vous ne serez pas capable de financer, exemple, une maison de 500 000. Si vous gagnez 75 000 par année. Donc, il n'y a pas juste l'équité. On ne considère plus l'équité, on considère la source de revenus pour les 5 logements et moins. Alors, c'est important à savoir ça. Ça vient d'être modifié récemment. Un de mes amis qui a plusieurs millions d'avoir net, il ne travaille pas, refusé pour une hypothèque de 500 000. Pourtant, il pourrait la payer cash. SCHL et banque, Jacques, les deux? Les banques. OK. Je sais que récemment, là, depuis la semaine dernière, l'ATD ou l'ABD plutôt, l'ABD a descendu à 35% de mémoire ou 32%. Donc, ils ont resserré leurs critères, effectivement, là, de sélection ou de qualification là, de l'acheteur. Excellent. Je vais voir les questions ici. Moi, je t'ai coupé la parole au moment où tu étais pour me poser une question. Là. OK, ça se peut. C'était... Gérard, Yvan, je l'ai à l'écran. Ah, ici. Gérard, OK, excellent. Donc, au moment de refinancer son immeuble, doit-on contacter un évaluateur soi-même ou alors il faut contacter la banque pour qu'elle envoie son évaluateur agréé? Est-ce que tu me permets de répondre à celle-là, Yvan? Je vais laisser M. Lépine bonifier, mais j'ai une histoire personnelle à raconter avec ça. Toujours prendre son évaluateur à soi. Et là, on parle attention, on parle de, je vais trancher la ligne, là, 6 logements inclus. Toujours prendre son évaluateur son évaluateur, pardon, parce que l'évaluateur qui est payé par la banque va donner un rapport pour la banque, tandis qu'un rapport qui est fait pour vous va être fait pour vous. Okay? Je vous explique un fait cocasse. En fait, mon premier immeuble, justement, la banque me propose de faire évaluer le bâtiment. Il dit, tu devrais prendre ça, Jean-Philippe. Généralement, on a des meilleurs prix, ça coûte un peu moins cher. Et l'évaluateur agréé me contacte au téléphone, dit, c'est bien, Jean-Philippe, je payais 575 000 pour le bâtiment. Et l'évaluateur m'appelle, il dit, écoute, ça va tourner autour de 675, ton évaluation, c'est vraiment bon. Je suis super content. Ils envoient le rapport à la banque m'envoie le rapport est à 585 000. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? L'évaluateur agréé, pour se protéger, parce qu'il connaît mon prix d'achat, pour se protéger, qu'est-ce qu'il fait? Il vient mettre un prix très proche de mon prix d'achat. Donc, si jamais la banque reprend le bâtiment et n'est pas capable de vendre au prix de l'évaluateur agréé il est responsable, pourrait se faire poursuivre par la banque dans ce cas-là. Donc, il vient s'assurer que moi, je passe ma transaction, donc que je sois capable d'obtenir mon financement. Lui, il vient se protéger en mettant vraiment l'évaluation à côté sur mon prix d'achat. Fait que lui, il est content, il ne sera pas poursuivre. Et moi, malheureusement, après, si je fais une optimisation ou quelque chose, je vais devoir me battre contre ce rapport d'évaluation agréé-là. Je ne peux pas arriver avec un autre rapport et commencer à expliquer ça à la banque, ça ne fonctionnera pas. Donc, malheureusement, il faut... en fait, ce projet-là, j'ai été pris là-dedans à cause d'un mauvais rapport d'évaluation agréé qui a été envoyé directement à la banque en plus, donc on ne peut même pas le vérifier parce que le client, c'est la banque. Donc, faites évaluer par votre évaluateur agréé, vous vérifiez le rapport avant de le transmettre parce que parfois, il y a des erreurs. Donc, vous vérifiez le rapport et vous ne divulguez pas non plus le prix d'achat. Donc, c'est des êtres humains, les évaluateurs agréés. C'est pas noir ou blanc, c'est gris. Donc, ils viennent évaluer tout ça. Donc, ils viennent avoir une certaine opinion pour ça. Et c'est ça te permet en fait de parler avec. Et je ne divulgue jamais le prix d'achat, à moins qu'on me le demande à la toute fin du rapport. Mais généralement, j'essaie de le cacher pour ne pas influencer l'évaluateur agréé qui dit il a payé ce prix-là, il doit valoir ce prix-là. Non, j'ai cherché, j'ai trouvé une bonne opportunité et j'ai réussi à avoir une bonne transaction. Donc, allez-y, les banques, ils ont des listes, ils vont dire non au départ, mais ils ont tous des listes d'évaluateurs agréés approuvés. Tant que le rapport soit adressé à leur nom, c'est possible de le faire. Hey, Jean-Philippe, avant que Jacques continue, oui. Que tu l'as payé le double le prochain coup. Oui, c'est vrai. Bon point. Bon point. Jacques, je te laisse bonifier là-dessus. Tu dois avoir d'autres expériences à partager. Oui, ben, c'est extrêmement important ce que tu viens de dire là, Jean-Philippe, parce que, comme tu dis, c'est des humains, puis ils ont un certain montant pour faire le travail, mais est-ce qu'ils prennent des comparables adéquats? Alors moi, je vous recommande toujours de demander, avant qu'ils sortent son rapport final, demander un rapport préliminaire et faites un peu de travail pour chercher des comparables. Est-ce qu'il a pris des bons comparables? On peut toujours influencer son opinion si on amène des comparables qui sera plus avantageux pour vous. Et ça représente, vous savez, vous allez demander une évaluation agréée de 3 évaluateurs agréés, puis très souvent, ils n'y arriveront pas
du tout au même montant parce qu'ils vont pas chercher les mêmes comparables. Et moi, je dirais, c'est important de rajouter ce petit point-là. Absolument. Et si tu me permets, Jacques, aussi, c'est des humains, comme tu as dit, et il y en a qui sont positifs, et il y en a qui sont plus négatifs aussi. Donc, essayez évidemment de trouver les évaluateurs agréés avec qui vous avez un bon match, là. Donc, pour bonifier, là, mais disons que c'est une question assez sensible, là, mais voilà, je voulais bonifier. Je rajoute un petit quelque chose, c'est des êtres humains, et faites attention des fois à la jalousie qui peut s'installer. Aussi, merci. Malheureusement. Ça, c'est l'expérience qui parle. C'est bon. Yes, on a Gardy. Gardy, pour M. Lépine, c'est pas pour M. Lépine, mais je te l'envoie, Jacques. Est-ce qu'on peut avoir une hypothèque de deuxième rang auprès d'un prêteur privé pour avoir une mise de fonds pour un second immeuble? La réponse est oui. C'est pas toujours à 100% des cas. Moi, je le fais. Bien sûr, quand je le fais, c'est que je suis sûr que l'immeuble que je prends en garantie a une bonne valeur et je demande une garantie supplémentaire. Alors, c'est toujours une question d'équité qu'on est capable de se donner en garantie. Mais pour ta question, oui, il y a une possibilité là-dessus. Il y a différentes façons de le faire. On fait des exemples. On fait acheter l'immeuble au nom d'une compagnie et on participe au capital action de la compagnie et on prend des actions avec droit de vote en garantie. On dépossède des actions, on les met en fidéicommis chez l'avocat. Et s'il y a un défaut, on rédige un contrat qui déclare qu'est-ce qu'il y a un défaut, qui détaille qu'est-ce qu'il y a un défaut. Et s'il y a un défaut de constater, là, on transfère des actions à notre nom et on devient propriétaire de la bâtisse. Alors, on compense un risque supplémentaire par une garantie supplémentaire comme ça. Mais pour répondre à ta question, oui, c'est faisable. Il y a différentes façons de le faire. Mais je te dis pas qu'on accepte à 100% des cas, mais il y a possibilité, oui. Jacques, est-ce que tu me permets de te poser une question plus directe sur la dépossession d'actions, justement? Là, quand tu parlais de défaut, quand on a un défaut d'un prêteur hypothécaire, de par la loi, il y a un préavis de 60 jours qui est envoyé pour le défaut. Est-ce que c'est la même chose quand il y a une dépossession d'actions? Non, pas du tout. Là, on sort complètement du domaine de l'immobilier. On est dans les valeurs mobilières. On transige des actions. Donc, j'ai pas envoyer un préavis d'exercice de 60 jours parce que je vais prendre tes actions en garantie. Donc, je ne prends pas l'immeuble en garantie. Donc, tes actions, on les met en dépossession, c'est-à-dire qu'ils sont pré-endossés sans mettre le nom de l'individu avec le contrat qui détermine qu'est-ce qui constitue un défaut. Mais généralement, on prend les mêmes défauts que pour une hypothèque, c'est-à-dire que si les paiements sont en retard, les taxes non payées, pas assurées, mal administrées. Alors, tout ce qui constitue ce défaut-là, on donne un avis de 30 jours pour remédier au défaut. Et si le défaut n'est pas remédié, bien, on demande à l'avocat de transférer les titres à nous autres. Et pour se garantir, on demande très souvent aussi 1 mois ou 2 mois d'intérêt à l'avance. Donc, on fait un prêt, on augmente un petit peu, mais on donne en fidéicommis chez le notaire 2 mois d'intérêt d'avance pour se garantir là-dessus. Hey, wow! Moi, j'écoute les réponses, là, puis c'est un dîner qui vaut cher, ça. Je pense que vous êtes conscients, ceux qui sont là, mais il y en a 150 personnes en passant. Ça va bien, excellent. Merci d'être là, mais j'avais des bons stocks ce midi. Il y avait Martin Breton là, qui apportait un commentaire, puis je suis d'accord avec lui. Certaines banques exigent leur propre évaluateur. Tu as raison, Martin, mais est-ce que tu pourrais demander à l'évaluateur, à la banque, la liste des évaluateurs qu'elle reconnaît, puis peut-être aller choisir là-dedans? Ça peut être une option. Donc, tu vas favoriser tes chances que quand tu vas amener le rapport à la banque, qu'elle va l'accepter parce que ça fait partie de la liste de ces évaluateurs accrédités. Donc, ça peut être une façon de contourner. Mais tu as raison, il y a des banques, dans certains cas, c'est leur évaluateur, puis ils ne veulent rien savoir d'autre d'un autre évaluateur. Vous savez, excusez-moi, ça dépend aussi du directeur de compte que tu rencontres. Hein. S'il est favorable à ton dossier, il a une latitude. Il peut te permettre de prendre ton évaluateur agréé. Et plus ça va aller dans le temps, plus ils vont te laisser faire. Au début, ils vont essayer de t'imposer des choses. Mais comme Yvan dit, demandez toujours la liste des évaluateurs agréés, accrédités auprès d'institutions financières. À ce moment-là, il y a de fortes chances que votre évaluateur soit parmi leur liste. Genre, quand j'avais suivi un de tes cours, il y avait quelque chose qui m'avait marqué aussi quand tu avais dit les 2 feuilles.
le premier côté de la feuille, c'est les règles à suivre. Tu peux peut-être, je ne veux pas te voler l'anecdote, vas-y. Ben, je vulgarise souvent quand les premières fois que tu t'en vas dans une institution financière, dans leur manuel, ils ont la page est complète de tous les documents, toutes les informations qu'ils ont besoin. Mais une fois que tu commences à être connu à une institution financière, tu tournes la page 1A, là, il y a une seule ligne qui est marquée, c'est marqué prédit. Ça veut dire que lorsque ton crédit ou de la confiance est installé auprès d'un directeur ou d'une institution financière, ils ont tout avantage à te prêter. Et le niveau de confiance est installé. Ils voient que tu es un opérateur crédible, solide, tu fais bien ton travail. À ce moment-là, ils ont intérêt à prêter. Et c'est la même chose pour nous comme prêteurs privés, hein. Des gens bien, on s'en rend compte, des gens bien préparés. Je lui envoie la liste des documents, ben, ça prend pas 5 minutes que j'ai déjà reçu tous les documents en main. Donc, ça augmente de beaucoup le niveau de confiance. Fait que plus vous serez bien préparé, mieux vous serez bien préparé, plus la banque va installer une confiance, va instaurer une confiance en vous. Et on va tourner vite à la page 1A, parce que comme je répète souvent, le seul moyen que la banque peut faire de l'argent, c'est de faire des prêts. Mais ils cherchent des bons prêteurs en qui ils auraient confiance. Excellent, excellent. La prochaine, c'est une question qui était dans Pose ta question. C'est Jean Delmos Essai Aloubou. Donc, c'est une question qui revient souvent, fait qu'on se permet d'y répondre. C'est un débutant qui a lu nos livres, les livres de M. Lépine, qui trouve super bon et tout ça. Et il se demande quelle formation prendre pour débuter. Mais je te dirais, si tu veux accumuler, pense à IMO 101 qui a lieu samedi. Sinon, pense au cours de flip. Cours de flip, tu veux faire de l'argent rapidement. Donc, tu as tout sur le site clubimmobilier.ca. Et voilà, ça c'est réglé. Jean-Philippe, on avait-tu d'autres questions dans le... Ben, il y avait Marie-Josée que je peux peut-être bonifier pendant que tu cherches une autre question, Yvan. Elle disait la différence avec le 5 logements et moins dans les évaluations. Dans les évaluations de 5 logements et moins, généralement, ils envoient leur propre évaluateur. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus difficile d'arriver avec sa propre évaluation. Mais on appelle ça des évaluations agréées, mais ça n'en est quasiment pas. Là, c'est vraiment ultra rapide. Généralement, ils vont rentrer, ils vont visiter un peu, prendre 2-3 photos et ils vont juste confirmer, en fait, que la garantie est suffisante pour le créancier. C'est à peu près ça. Donc, ils vont aller regarder le bâtiment rapidement. Ils vont regarder quelques comparables. Ça va être vraiment un rapport hyper sommaire sur le bâtiment, la maison aussi. Et donc, c'est un peu plus court. Dans ce type de scénario-là, c'est un petit peu plus difficile de faire passer son évaluateur agréé. Mais Martin, là, je reviens, ça fait quand même quelques années que j'enseigne en immobilier, puis j'ai toujours poussé les gens à amener leurs propres évaluateurs agréés. Et je connais pas une banque en particulier que les gens ont dit que je n'ai pas été capable de rentrer mon rapport d'évaluateur agréé. Donc, comme disait Jacques, là, ça dépend toujours de ton directeur de compte. Excellent. Sur la passerelle? Oui, good. Fait que, excellent lunch immobilier. On se dirige vers le 4e service bientôt. Et on a skippé une question, je viens de me rendre compte de ça, le Philippe Le Tendre. Bonjour, messieurs. La vente de promesses d'achat acceptées, c'est une pratique courante pour l'interrogation. La réponse est oui, Philippe. C'est quelque chose qui est très courant. Assure-toi de bien faire les choses pour rentrer dans la légalité, parce que tu demandais si c'était légal. Oui, c'est légal. Par contre, fais bien les choses parce que tu peux rentrer dans le courtage immobilier illégal. Donc, des façons de faire très précises. C'est très long à expliquer ici sur l'heure du midi, on n'aura pas le temps, là, mais par quel véhicule ou plateforme on vend ça? Pose Philippe une question. Ben, je te dirais de façon underground et non d'avoir un site web ou une plateforme que tu vends des offres. Fais ça plus low profile. C'est pas illégal, mais là, si tu rentres avec un site web où tu t'annonces, que tu vends des offres et tout ça, peut-être que l'OACIQ va venir cogner à ta porte. C'est sûr qu'elle va venir cogner à la porte. C'est la pratique du courtage immobilier sans licence, ça. Alors, il y en a beaucoup qui le font à petite échelle, mais si tu commences à te doter d'une structure, tu vas attirer l'attention, premièrement, des courtiers immobiliers qui vont te dénoncer. Et peut-être même le service d'enquête de l'OACIQ. J'ai vu quelques cas se faire ramasser assez solides par l'OACIQ avec des amendes très salées. Ce n'est pas illégal de le faire, mais ça devient en contradiction de la loi sur le courtage immobilier. Alors, beaucoup le font, des centaines, pour ne pas dire des milliers le font, mais à petite échelle, low profile, comme Yvan vient de dire.
Et c'est vraiment dans la façon de faire les choses, comme on enseignait samedi avec M. Lépine, le cours de financement créatif. On parlait d'une technique complètement légale et une complètement illégale, la même technique, mais faite différemment. Donc, c'est souvent dans la façon de faire les choses que ça va être légal ou non. Puis, c'est légal de vendre ton offre d'achat, mais ça peut devenir illégal s'il ne l'a pas bien fait. Donc, consulte un juriste, un avocat en droit immobilier pour être sûr de bien faire les choses. Je pense que ça vaut son pesant d'or d'investir quelques centaines de dollars pour te faire taper sur les doigts par la suite. Cédric. Ouais, vas-y, oui. Jean-Philippe. Non. Je disais en attendant que là, on commençait à être un petit peu en cours de questions. Allez-y, gênez-vous pas, mais peut-être, Jacques, si tu pouvais nous donner peut-être un statut, un 5 minutes de statut du marché immobilier, ce que tu as vu en prêt privé. Je sais que tu es au courant de plusieurs choses en prêt privé. Est-ce que tu as peut-être une petite mise à jour de 2 minutes, ton feeling, ta boule de cristal peut-être? Oui, la boule de cristal. Je disais encore ce matin, dans le résidentiel, il y a de la surenchère pour les ventes de maisons qui a été créée un peu par la COVID, dans le sens que certaines personnes ont eu peur de vendre leur maison, alors il y a un stock un peu plus bas. Et ceux qui veulent acheter arrivent en surenchère. Les gens vendent de plein prix et même un peu plus. Dans la propriété revenue, je pense que avant que ça tombe à du négatif, on avait beaucoup de surenchères. Première étape, la surenchère va peut-être diminuer avant d'arriver à un certain équilibre. Mais pour le moment, je pense pas. On va sentir vraiment la vague. Là. La vague s'en vient. Selon moi, il y a une vague qui s'en vient. Le gouvernement, avec ses mesures temporaires, a permis d'apaiser les courbes de toutes sortes, mais il reste que lorsque ces mesures temporaires-là vont arrêter, si l'économie n'est pas relancée, il va y avoir beaucoup de chômage, il va y avoir des gens en difficulté de paiement de loyer, potentiellement, et ma boule de cristal ne voit pas encore assez bien précisément qu'est-ce qui se passe là-dessus. Moi, comme prêteur privé, ça me rend encore plus prudent. La SCHL, comme je disais tout à l'heure, je vais modifier mes normes. Je vais m'assurer que mes emprunteurs sont capables de refinancer au conventionnel et tous mes ratios vont être en fonction de prêts conventionnels. Mais d'un autre côté, ma boule de cristal me dit que il y a encore des pénuries de logements. La construction va bien. La construction va peut-être ralentir. Là, ceux qui avaient du Airbnb vont les remettre en location temporaire jusqu'à temps que le tourisme commence à revenir. Donc là, ça va mettre une stabilité un peu, ça va ramener à un taux d'équilibre de marché. Mais dès que le tourisme va repartir, les gens vont recommencer à faire du Airbnb, qui risque de créer une certaine pénurie. Dans le marché, pour l'optimisation, sur l'île de Montréal, il y a un moratoire qui était à prévoir parce qu'il y avait trop de rénoviction et ça créait un déséquilibre du marché. Donc, on met des moratoires et ça sera plus difficile d'expulser quelqu'un dans le but de faire de la rénovation. Fait que tout ça fait qu'il y a un certain équilibre du marché qui s'installe. Certaines choses vont être plus difficiles, d'autres vont être plus faciles. Je prévois beaucoup de faillites. Je m'en rends compte. J'ai des individus qui veulent travailler avec moi, ils ont des contacts avec des syndics, puis ils m'arrivent que ça fait longtemps que j'ai pas vu, dans toutes sortes de catégories. Et il va y avoir une vague de faillites très bientôt. Et lorsque des faillites, évidemment, ça donne des opportunités à d'autres personnes. Le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Et le bonheur des autres dans l'immobilier, c'est ceux qui seront des bons gestionnaires, ceux qui seront préparés et qui vont McDonaldiser leur système, comme je vous parle si souvent. Et ceux-là vont être capables de passer à travers. Les débutants, faites attention. Soyez stricts dans vos calculs. Méfiez-vous des gens qui vous disent « mais t'en trouveras jamais à ce prix-là ». Ça fait pas de 40 ans que je fais de l'immobilier. J'ai jamais acheté un immeuble au prix du marché. J'ai toujours cherché des aubaines. Le mot aubaine aujourd'hui est en évolution. Lorsqu'on dit un aubaine, si on prend notre ami Jean-Philippe qui est avec nous, un aubaine pour lui, il la voit immédiatement parce qu'il connaît bien son marché. Il va optimiser, puis il sait immédiatement qu'il y a un aubaine entre les mains, même s'il semble à payer le prix du marché actuel. Donc, tout ça en conclusion, ceux qui vont devenir des spécialistes très connaissants du marché vont passer au travers, puis vont être capables de trouver des opportunités, alors que d'autres
risquent de perdre leur chemise dans un court et moyen terme. Hey, j'adore ta conclusion. Je ne suis pas inquiet. J'adore ta conclusion, Jacques. Quelqu'un qui a ouvert un ordinateur, qui s'entend en double. Tu ça sur toi, Yvan? Tout d'un coup. Non. Non, j'ai rien touché, moi. OK, on continue. C'était juste de mon bord que ça a fait un double son, un feedback. Je disais donc, belle conclusion, Jacques, parce qu'il y avait Martin Breton qui disait une belle saison d'opportunités qui s'en vient. Dans le livre à M. Lépine, dans son premier, il parle des 4 saisons de l'immobilier. Peut-être que ce serait la 5e saison, celle qui s'en vient. Vraiment des belles opportunités pour ceux qui vont savoir les saisir, qui vont être bien préparés, qui vont connaître leur marché, leur secteur, qui vont être bien formés. Donc, on se dirige vers la fin. Peut-être, Jean-Philippe, avais-tu une dernière question à prendre, puis après, on fait le mot de la fin? Il y avait une question légale. J'ai pas, pour l'instant, je voyais pas à quel on puisse répondre rapidement. Là, je sais qu'il y en a qui nous ont posé des questions. C'est sûr qu'il y en a qui posent des questions vraiment poussées dans des scénarios poussés. On veut peut-être pas aller jusque-là. Là. On est plus dans des questions générales. Ça devient des consultations, ça. Ouais, c'est ça, exactement. C'est mieux des consultations dans ce cas-là parce que c'est des longs textes, c'est plus particulier à une personne. Donc, on y va plus dans les questions générales. Il y avait sur le REM, sur l'immobilier, peut-être une dernière question. Je ne sais pas si, Jacques, tu voulais te lancer là-dessus. Cédric, il disait le REM pour l'immobilier. Est-ce que tu avais une... Bien sûr, si on regarde à Brossard actuellement, OK? Dans les secteurs A, il y a une fluctuation phénoménale du prix des terrains, à tel point que la ville a réglementé, puis tu peux pas construire d'autre chose qu'une maison. Ils veulent pas densifier davantage. Et les maisons... ceux qui se connaissent un peu ont acheté la maison pour moins cher que le prix du terrain tout seul. Alors, et tout ce qui va être proche des stations de REM ou de facilité de REM, évidemment, comme des stations de métro, tout ce qui facilite le transport en commun prend de la valeur et c'est des bons endroits à acheter, mais il est déjà tard parce que ceux qui ont voulu acheter, qui ont acheté ces terrains-là, ben, ils l'ont fait déjà depuis un petit bout de temps, sachant, dès que le REM a été annoncé, ils ont acheté en fonction de ça. Alors oui, ces facilités de transport-là donnent une plus-value à des terrains et à des immeubles. Il n'y aurait pas un certain Luc Poirier, d'ailleurs, qui a acheté des terrains, justement, près des REM, il y a de ça quelques temps. Oui, Luc Poirier, il achète des terrains partout. Mais aujourd'hui, je l'ai vu la semaine dernière, puis je me permets de répondre à ça. Et là, je commence à récolter ce que j'ai semé depuis plusieurs années. Ça fait peut-être une dizaine d'années, 8 ans qu'il a commencé à acheter des terrains. Et là, ces terrains-là ont pris de la valeur. Et là, il va faire 20 millions par année pour le restant de ses jours, en simplement qu'à ne rien faire, là. Juste à liquider les terrains qu'il a achetés. Et en tout cas, je ris bien gros lorsque je le rencontre, qu'on commence à compter toutes ces histoires-là. Et son trou qu'il a acheté à Brossard, à la Prairie, là, la briquerie qui a eu du trouble avec la municipalité qui voulait plus, puis en fait, quand tout est réglé, fait que là, il opère à plein régime, il a acheté pour 4 ou 5 millions d'équipements, mais il va faire 50 000 par jour de profit. Ça commence à être intéressant. 50 000 juste pour remplir le trou. Une fois que le trou est rempli, là, il va pouvoir vendre des terrains pour construire. Alors, c'est un projet qui va durer 10, 15, 20 ans et qui va y rapporter une somme phénoménale. Alors, là, j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire le livre avec lui. C'est un visionnaire. Hein. C'est un visionnaire audacieux qui a peu peur de rien, mais c'est un gros travaillant. Il dit qu'il part en vacances 6 mois par année. Mais il est en vacances, mais il travaille pareil. Son bureau, c'est son ordinateur. Fait que peu importe où il est, qu'il soit en bateau, qu'il soit en Chine, qu'il soit à Montréal, à Bromont, tout ce que tu veux, n'importe où, il travaille. Il travaille de nuit. C'est un oiseau de nuit. Au lieu de courroyer, lui, il s'assoit à son bureau, puis il planifie, puis il organise des affaires. Oui, parce que tantôt, tu disais, Jacques, il va faire 20 millions à rien faire par année, mais je me disais, ah oui, Luc, il va vraiment rien faire, je pense que c'est pas capable d'arrêter. Ouais. J'avais la chance de le rencontrer un jour. Il est très ouvert. On apprend beaucoup sur le millionnaire mindset. Il l'a vraiment. Et comme on écrit dans le livre, Courage, Vision, Passion, planifier en fonction de millions et non pas de milliers de dollars, de dizaines, de centaines de milliers. On a même modifié
une de nos capsules de la fin du coaching, ça s'appelait mon plan de 1 million. On l'a modifié, c'est le même plan, mais on a mon plan de 10 millions maintenant. Parce que planifier en fonction de 10 millions, c'est pas plus dur que pour 1 million. Seules nos visières nous empêchent de voir directement devant nous. Alors, et pour se rendre compte qu'en bout de ligne, c'est pas plus de travail de planifier 10 millions qu'un million. C'est pas plus de travail de le faire aussi. On travaille tout simplement plus intelligemment. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. Travailler plus intelligemment. Excellent, excellent mot de la fin. On va utiliser ça comme mot de la fin, Jacques, tes sages paroles, parce qu'on a un autre événement à 1 heure. Et il est -5, il faut quand même se laisser le temps là, de transférer d'un événement à l'autre. Peut-être Jean-Philippe nous met à 3 à l'écran. On sait qu'il y a d'autres questions là, dans le chat. On pourrait continuer longtemps comme ça à répondre aux questions. C'était un plaisir d'avoir M. Lépine. Merci, Jacques, d'avoir été là ce midi. Ça fait plaisir. Je suis toujours passionné. Hein? Invitez-moi quand vous voulez. Je vais être là. Oui, excellent, excellent. Jean-Philippe, un petit mot de la fin? Ouais, je voulais juste rajouter une petite blague, en fait, parce que je pense à Luc à chaque fois que je rentre dans mon bureau, parce que le mur de briques derrière moi, c'est écrit Briquerie de la Prairie sur les briques. J'ai une bonne pensée pour lui à chaque fois que je rentre dans mon bureau. Non, sinon, encore une fois, quel honneur de partager l'écran avec ces deux piliers de l'immobilier qui sont Yvan et Jacques. Là. Donc, très, très content. Voilà. Excellent. Merci à vous deux. Merci à tous d'avoir été là en si grand nombre. Toujours un plaisir d'être là le lundi midi avec vous pour luncher et parler d'immobilier. On vous remercie beaucoup et n'oubliez pas les 3 formations de cette semaine. On a demain Régis Foncier, véritable mine d'or. Merci à Jean-Philippe. Puis en passant, merci à Jean-Philippe à la console et à la régie pour driver tout ça. Il fait une super bonne job. En plus, il répond aux questions. Fait que c'est un multitâche. Mais je suis un régisseur, hein? Formidable régisseur. Excellent. Fait que oui, demain, on a Régis Foncier, véritable mine d'or. On a jeudi, transformant en opportunité des multilogements trop chers. Et le Fast Track, une série de 5 formations qui débute samedi. Donc, samedi ici, le 20 juin. Il reste encore quelques places. Donc, c'est en ligne. Mais on veut faire un petit groupe là, pour que ce soit plus intime. Donc, ça va nous permettre de passer l'été ensemble. Quasiment à chaque 2 semaines, on va avoir une formation. Donc, merci beaucoup à tous et on se revoit lundi prochain, le 22 juin, à midi pour le lunch immobilier. C'est bien, bonjour. Bye. Bye.